La popularité de la plongée s'explique en partie parce qu'elle se pratique dans les environnements les plus variés, présentant chacun un attrait différent selon leur spécificité. Outre les récifs coralliens et les océans tempérés, la plongée se pratique dans les lacs, les réservoirs, les sources, les carrières inondées, les fleuves, les rivières et les sites de plongée artificiels. Dans chacun de ces milieux, 6 conditions environnementales ont un impact sur l'expérience du plongeur, même si les modalités et l'étendue de cet impact dépendent de l'environnement. Dans la plupart des environnements, la température varie au gré des saisons, mais l'eau a aussi tendance à former des couches de température et devient plus froide au fur et à mesure que l'on descend en profondeur. La profondeur à laquelle l'eau est la plus froide dépend de l'environnement, de la saison et du mouvement de l'eau. Il est donc important de porter une protection isotherme adaptée en fonction de la profondeur à laquelle vous avez l'intention de plonger. La visibilité peut varier d'1 mètre, quelques pieds seulement, à plus de 30 mètres, 100 pieds. Cela correspond habituellement à la distance à laquelle vous pouvez reconnaître un plongeur horizontalement. Comme dans une tempête de sable dans l'air, la présence d'une importante quantité de particules dans l'eau réduit la visibilité. Le mouvement de l'eau, les conditions climatiques, le plancton et la composition du fond sont autant de facteurs pouvant contribuer à la formation de ces particules en suspension et à la baisse de visibilité. Une visibilité réduite ne nuira pas forcément à l'expérience de plongée, car ce que vous voyez est plus important que la distance à laquelle vous voyez. En revanche, lorsque la visibilité est réduite, il peut être plus difficile de rester groupé entre binômes, de se maintenir à proximité les uns des autres, de prendre son temps et de s'observer mutuellement. La navigation demande alors généralement une plus grande vigilance et on peut plus facilement être désorienté lors de la descente et de la remontée. Comme vous l'avez compris, il est plus facile de descendre et de remonter le long du fond ou d'un câble, en particulier dans des conditions de visibilité réduite. Mais si vous n'avez aucun point de repère, vous pouvez utiliser votre ordinateur de plongée pour surveiller votre profondeur. Si la visibilité est tellement faible que la plongée ne procurerait aucun plaisir, il vaut mieux en général y renoncer ou y mettre fin si vous avez déjà commencé. Vous pouvez aussi vous désorienter dans l'eau claire. Là encore, il est bon d'avoir un point de repère. Vous pouvez également vous éloigner de votre binôme au-delà de la limite sécuritaire, même si vous restez visibles l'un à l'autre. Rappelez-vous de rester proches l'un de l'autre. 2 types de mouvements de l'eau auront une incidence sur votre expérience de plongée, les vagues et le courant. Nous examinerons l'effet des vagues sur la plongée plus tard dans cette section. Les courants affectent la plongée, car il est impossible de nager à contre-courant, à moins qu'il ne soit très faible. Vous devez donc apprendre à utiliser les techniques qui conviennent. Les courants étant souvent plus forts à la surface et plus faibles près du fond, prévoyez de plonger dans le courant de manière à éviter les longues nages en surface. Commencez votre plongée en nageant dans un courant faible. De cette manière, lorsque vous faites demi-tour, le courant vous portera vers votre point de sortie au lieu de vous pousser dans la direction opposée. En particulier, à la surface, ne nagez pas à contre-courant, à moins qu'il ne soit très faible. Vous risqueriez de vous épuiser. Traversez le courant à la nage pour atteindre le rivage ou un filin de guidage derrière le bateau de plongée ou pour sortir du courant selon la situation. En plongée depuis un bateau, si un courant vous empêche d'accéder au bateau, restez calme. Restez avec votre binôme, gonflez votre gilet stabilisateur et utilisez vos dispositifs de signalisation pour que le bateau vienne vous chercher. La plongée en dérive vous aide à négocier les courants en vous permettant de flotter avec eux. C'est une forme de plongée exaltante, très prisée en présence de puissants courants océaniques dominants. Vous pouvez apprendre ces techniques en suivant la formation Paddy Drift Diver. Le fond peut être composé de vase ou de boue, ou encore de sable, de rochers, de coraux ou de végétation. On trouve d'ailleurs sur la plupart des sites de plongée une combinaison de ces éléments. Quelle que soit cette composition, évitez autant que possible tout contact avec le fond. Vous éviterez ainsi de labourer le fond et de réduire la visibilité, mais aussi de vous couper ou de vous faire piquer et d'endommager la faune et la flore aquatique. Restez en flottabilité neutre avec votre matériel hydrodynamique largement au-dessus du fond. Si vous devez absolument toucher le fond, choisissez un endroit dénué de vie aquatique, sensible et de danger, et posez-vous délicatement, idéalement en touchant simplement du bout des palmes. Lorsque vous êtes près du fond, faites attention où vous mettez les pieds et les mains. Quand vous entrez dans l'eau et en sortez lors d'une plongée depuis le rivage, le contact avec le fond est inévitable. Au besoin, portez des bottillons pour réduire le risque de vous couper sur les rochers ou de vous faire piquer en marchant sur la faune ou la flore aquatique. Marchez dans l'eau jusqu'à une profondeur suffisante pour commencer à nager. L'ensoleillement a une incidence sur la quantité de lumière à laquelle vous êtes exposé sous l'eau, mais peut aussi vous exposer à des coups de soleil, peut-être l'une des blessures les plus courantes chez les plongeurs, mais facilement évitable.
Appliquez un écran solaire et restez à l'ombre dès que vous le pouvez. Protégez-vous également en portant les vêtements adaptés et rappelez-vous que même par temps couvert, vous n'êtes pas à l'abri des coups de soleil. Une exposition prolongée à l'ensoleillement direct pouvant endommager les yeux, protégez-les avec des lunettes de soleil de bonne qualité. Il y a d'excellentes plongées à faire aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Vous appliquerez les mêmes techniques dans les deux cas, mais il existe généralement quelques différences. L'eau douce est moins dense et ne nécessite pas autant de poids. Veillez donc à porter la bonne quantité de lest lorsque vous passez de l'eau salée à l'eau douce ou vice-versa. Les environnements marins sont généralement plus riches en faune et flore aquatique et plus agités sous l'effet des vagues, courants et marées. Les environnements d'eau douce présentent généralement des fonds plus facilement friables, ainsi que des couches d'eau froide distinctes à mesure que l'on descend dans les limites d'une plongée loisir. En tant que plongeur, vous apprendrez à évaluer les conditions de plongée. Vous apprendrez avec l'aide de votre instructeur et d'autres plongeurs, mais aussi à force d'expérience, à évaluer les conditions de plongée en fonction des conditions climatiques, de la saison, du mouvement et de l'aspect de l'eau, de bulletins en ligne et de rapports d'autres plongeurs, ainsi que des plongées effectuées dans des sites similaires. Votre décision de plonger ou non dépendra de cette évaluation. Si vous avez une préoccupation particulière, renseignez-vous si possible pour savoir comment gérer cette situation. S'il n'y a pas de solution, allez plonger ailleurs ou attendez un autre jour. N'oubliez pas qu'en fin de compte, la décision de plonger vous appartient. Vous êtes responsable de votre propre sécurité et la décision finale vous incombe. Comme nous l'avons abordé dans la section 1, une orientation environnementale vous permet de connaître les spécificités d'un milieu particulier. Vous apprenez à évaluer les conditions et à éliminer toute cause d'inquiétude. Une telle orientation contribue non seulement à améliorer votre sécurité, mais rendra également votre plongée plus intéressante, plus enrichissante et plus agréable. Tout plongeur a ses limites. Novice ou extrêmement chevronné, vous devez plonger en respectant vos limites. Cela signifie que vous ne devez pas dépasser vos limites en fonction de votre formation et de votre expérience. Cela veut dire également que vous restez dans votre zone de confort. C'est très important, car selon les données recueillies, le fait de plonger en dehors de ces limites est une cause d'incidents et d'accidents. En effet, certaines formes de plongée s'accompagnent de risques qui ne sont pas toujours évidents. Il faut être formé pour les reconnaître et les éviter. On peut avoir une fausse impression de sécurité. Il peut arriver que, si tout se passe bien, un plongeur dépasse ses limites, par exemple en pénétrant dans une épave sans la formation ou l'équipement adéquat, et n'en soit pas inquiété. Malheureusement, cela l'encouragera à réitérer l'expérience. Et si un problème survient alors, le plongeur n'est absolument pas préparé à y faire face. Sous l'effet de l'anxiété, certains plongeurs peuvent négliger certains problèmes potentiels. Cela se produit lorsqu'ils sont conscients d'avoir dépassé leurs limites, se concentrent trop là-dessus et négligent alors d'autres aspects. Vous pourrez repousser vos limites en poursuivant votre formation et en gagnant peu à peu de l'expérience. Ne vous laissez pas influencer sous la pression des autres à plonger au-delà de vos limites ou de votre zone de confort. Suggérez une plongée plus prudente ou plongez avec un autre binôme disposé à respecter vos limites. Il s'agit du choix le plus judicieux, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi de votre plaisir, puisque vous plongerez avec plus de confiance au lieu de vous inquiéter. La flore et la faune sous-marine figurent parmi les attraits uniques de la plongée et constituent peut-être votre motivation première pour apprendre la plongée. La plupart des organismes aquatiques sont fascinants, d'une grande beauté et sans danger. En tant que plongeur, vous aurez des interactions passives ou actives. En règle générale, vos interactions seront passives, c'est-à-dire qu'elles ne perturberont pas la vie aquatique. Nagez lentement et doucement en restant conscient et respectueux du monde sous-marin qui vous entoure. Moins vous aurez une présence perturbatrice, plus riche sera votre expérience visuelle. Les interactions actives affectent directement les organismes aquatiques. Certaines, comme l'acte de toucher, de déplacer ou d'effrayer ces organismes, sont nuisibles et doivent être évitées. D'autres interactions actives sont considérées comme raisonnables, mais sont pour la plupart potentiellement nuisibles, même si cela n'est pas votre intention. Limitez-vous donc à des interactions passives. Si la plupart des animaux que vous voyez ne présentent aucun danger, quelques-uns peuvent vous blesser. On distingue globalement ceux qui piquent et ou transpercent et ceux qui mordent. La première catégorie comprend les méduses, les coraux de feu et membres de la même famille, les poissons épineux comme les poissons papillons et les poissons scorpions.
les raies pastenagues, les oursins de mer et les coquillages coniques. La seconde catégorie comprend les murènes, les requins, les barracudas, les pieuvres, les homards et les crabes. La plupart des piqûres et morsures sous-marines sont dues à l'insouciance et sont le fait de réactions de défense. Vous pouvez réduire considérablement ces risques de blessures en traitant tous les organismes avec respect. Restez à bonne distance du fond, portez une combinaison et des gants isothermes s'ils sont autorisés à cet endroit particulier, et faites attention où vous mettez les pieds et les mains. Ne touchez pas la faune aquatique, en particulier si vous ne la reconnaissez pas. Si vous voyez un animal potentiellement agressif, comme un grand requin, ne bougez pas et restez calme, sur ou à proximité du fond. Ne nagez pas dans sa direction, mais gardez un œil dessus. La plupart du temps, il ne fera que passer. Mais s'il semble agressif ou manifeste une curiosité excessive, nagez calmement au fond vers votre point de sortie et sortez de l'eau. Même si la plupart des blessures causées par la faune aquatique sont légères, elles peuvent s'avérer gênantes, voire engager le pronostic vital. Dans tous les cas, une attention prioritaire doit être donnée à la respiration, à l'administration d'une RCP et au contrôle du saignement selon le besoin. Administrez les premiers soins et appelez les secours en cas de blessures visiblement graves, de réactions graves ou qui ne répondent pas au traitement. Vous en apprendrez plus sur ces types d'urgences dans les cours PADI Rescue Diver et Emergency First Response Primary et Secondary Care. Si les animaux viennent en général à l'esprit lorsque l'on pense aux blessures possibles sous l'eau, le varech et d'autres espèces végétales peuvent aussi poser certains risques. Le risque principal est l'emmêlement. Vous devez donc veiller à rester hydrodynamique et à vous tenir éloigné des zones de végétation dense. Si vous restez accroché, reculez, mais ne vous retournez pas, car vous risqueriez de vous emmêler davantage. Au besoin, demandez à votre binôme de vous aider à vous libérer. Il est courant de plonger depuis le rivage. Par ailleurs, c'est la seule méthode possible dans certains endroits. Avant une telle plongée, évaluez les conditions et établissez un plan avec vos binômes. En règle générale, vous enfilez tout votre matériel, à l'exception de votre masque, vos palmes et votre tuba. Puis, vous marchez vers l'eau et mettez votre masque et tuba avant de vous mettre à l'eau. Vous pouvez marcher dans l'eau pour entrer et sortir, mais dans certains endroits, vous pourrez faire un pas de géant depuis un quai et remonter par une échelle, ou encore rentrer ou sortir de l'eau par un escalier. Si vous entrez dans l'eau depuis le rivage, soyez attentif à la composition du fond et aux éventuels dangers et à la fragilité de la faune et de la flore aquatique sur lesquels vous risquez de marcher. Le port de bottillon peut donc être recommandé. Une technique courante consiste à marcher dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment profonde pour nager, puis à enfiler vos palmes. Puis, selon le site de plongée, vous pouvez descendre et nager jusqu'au fond, ou nager à la surface et descendre le long d'une ligne de flotteurs. D'une manière générale, vous remontez et sortez de l'eau en inversant ces étapes. Il faut savoir que certains environnements, ne permettant pas de vous mettre à l'eau en marchant, vous devrez atteindre par un autre moyen une eau assez profonde pour nager. Et lorsque vous planifiez votre plongée, rappelez-vous de conserver suffisamment d'air pour votre sortie. Dans certains sites de plongée, la mise à l'eau se fait dans un léger ressac. Pour les débutants, cela signifie se mettre à l'eau sur une plage légèrement en pente à travers des vagues à hauteur de taille ou moins. Il vous sera plus facile de vous mettre à l'eau dans un léger ressac si vous comprenez les principes du mouvement de l'eau. Les vagues se brisent, c'est-à-dire forment un ressac, à une profondeur d'eau légèrement plus importante que leur hauteur. Le fond crée une résistance et les fait basculer. Donc, en notant l'endroit où les vagues se brisent, vous pouvez vous faire une idée de la profondeur. Les vagues créent un ressaut et un retour de vagues. Le ressaut est le mouvement de va-et-vient causé par les vagues qui passent au-dessus. La principale précaution est de ne pas laisser le ressaut vous pousser contre les rochers ou d'autres corps dangereux. Plus vous irez en profondeur, plus le ressaut se dissipera. Le retour de vague est l'eau provenant de vagues déferlantes qui retournent vers la mer sous les vagues qui arrivent. Plus les vagues sont grosses et plus la plage est en pente, plus le retour de vague est fort. La principale précaution est de ne pas perdre l'équilibre, quoique ce retour de vague ne sera pas très puissant dans un léger ressac. Les vagues s'approchent généralement du rivage à un angle, ce qui crée un courant littoral. Un courant littoral est parallèle au rivage et aura tendance à vous déporter en aval du rivage pendant votre plongée.
Vous pouvez prévoir ce déport en nageant dans le courant pendant la plongée ou en prévoyant de sortir à un endroit donné en aval du rivage. Il peut arriver que les vagues passent au-dessus d'un obstacle qui empêche le reflux de l'eau vers le fond marin. Dans ce cas, l'eau peut être évacuée vers la mer à travers un passage étroit. Au-delà de ce passage, le flot se dissipe. C'est ce qu'on appelle le courant d'arrachement ou de retour. Les courants d'arrachement peuvent être alarmants car ils vous emportent rapidement vers le large et sont trop puissants pour permettre de nager à contre-courant. La plupart des accidents liés au courant d'arrachement sont davantage dus à la panique qu'au courant à proprement dit. Si vous vous retrouvez dans un tel courant, ne le combattez pas. Gonflez votre gilet stabilisateur et nagez à un rythme soutenable à travers le courant jusqu'à ce que vous en sortiez, puis continuez de nager pour retourner au rivage. Certains sites ont des recommandations propres au courant d'arrachement qui se produisent localement. Les vents soufflant depuis le rivage peuvent repousser l'eau de surface vers le large. Cela cause une remontée d'eau, un phénomène par lequel de l'eau profonde remonte pour remplacer l'eau à la surface. Les remontées d'eau ont tendance à rendre les conditions de plongée plus claires, mais aussi plus froides. Vous aurez donc peut-être besoin d'une plus grande protection isotherme. L'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur les océans cause un léger gonflement. Au fur et à mesure que la Terre tourne, cela cause des marées, c'est-à-dire une fluctuation du niveau de la mer. Les marées créent des courants, en particulier lorsqu'elles entrent et sortent d'une zone étroite, ce qui modifie la profondeur et peut avoir un effet sur la visibilité. Les changements de marée peuvent être très notables ou passer inaperçus, mais sont toujours très prévisibles. Le meilleur moment pour plonger est généralement à marée haute. Vous pouvez vous renseigner sur l'horaire et la hauteur des marées en ligne ou au moyen d'une application. Si les changements de marée sont importants, obtenez une orientation sur les techniques locales auprès d'un professionnel de la plongée qui connaît bien le site. Examinons maintenant les techniques utilisées pour se mettre à l'eau dans un léger ressac. Commencez par identifier l'endroit où les vagues se brisent, ainsi que le régime des vagues, afin de vous mettre à l'eau dans un endroit dénué de vagues ou là où elles sont le moins fortes. Entrez dans l'eau avec tout votre matériel, sauf vos palmes, en respirant avec votre détendeur et en gonflant votre stab suffisamment pour flotter. Restez avec votre binôme et marchez rapidement dans l'eau jusqu'à une plus grande profondeur. Quand une vague arrive, tenez-vous comme ceci pour rester stable et pour ne pas perdre votre masque ou détendeur. Si vous utilisez un dispositif flottant, tirez-le derrière vous. Lorsque l'eau est assez profonde pour nager, enfilez vos palmes et nagez à la surface. Le but est de traverser le ressac aussi rapidement que possible. Mettez votre tuba pour économiser votre réserve d'air si vous devez nager brièvement à la surface avant de descendre. À la fin de la plongée, faites surface en dehors de la zone de ressac. Vérifiez le régime des vagues et faites coïncider votre sortie avec une accalmie. Quand vous êtes prêt, mettez votre détendeur et nagez en surface vers le rivage en restant avec votre binôme. Dès que vous avez pied, dégonflez votre gilet pour pouvoir tenir debout et marcher avec assurance. Tout en surveillant les vagues, enlevez vos palmes et marchez rapidement jusqu'au rivage. Tenez-vous bien au passage des vagues comme vous l'avez fait auparavant. Si vous perdez l'équilibre et avez du mal à vous relever, n'essayez pas de le faire. Marchez simplement à 4 pattes jusqu'à ce que vous soyez presque sorti et demandez à votre binôme de vous aider à vous relever. En tant que plongeur, vous aurez presque certainement l'occasion de plonger d'un bateau. Pour vous préparer à une plongée en bateau, procédez à une inspection préalable de votre matériel en veillant à ce qu'il soit bien marqué afin d'éviter tout risque de confusion avec l'équipement d'un autre plongeur. L'espace sur un bateau étant limité, prévoyez d'emporter du matériel que vous pourrez facilement sortir ou ranger dans votre sac. Mettez le matériel dont vous aurez besoin en dernier au fond du sac et celui dont vous aurez besoin en premier sur le dessus. Emportez sur le bateau tout ce dont vous aurez besoin. Vêtements secs, boissons, collations, écran solaire, serviettes, etc. Préparez-vous en étant bien reposé et bien nourri, mais aussi en prenant les précautions nécessaires pour prévenir le mal de mer. Si les effets du mal de mer à long terme sont extrêmement rares, cela peut gâcher votre expérience. Les médicaments anti-mal de mer sont disponibles sans ordonnance pratiquement partout. Mais consultez votre médecin si vous souhaitez vous procurer un médicament mieux adapté à votre cas. Pendant le trajet en bateau, restez à l'air frais et regardez l'horizon. Si vous ne vous sentez pas bien, n'allez pas dans le nez du bateau, votre état empirera, et restez à l'écart des émanations du moteur. Si vous êtes sur le point d'être malade, gagnez le bastingage, accompagné de quelqu'un par précaution. Avant une plongée en bateau, arrivez largement à l'avance et rangez votre matériel selon les consignes de l'équipage. Si vous prenez un bateau de plongée de location, un appel est généralement effectué avant le départ.
C'est important pour votre sécurité, car un appel ou toute autre procédure similaire, après chaque plongée, permettra de s'assurer que personne ne manque à l'appel. Respectez toute procédure employée par l'équipage. Un trajet en bateau peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Si le trajet est très court, vous pouvez vous équiper avant que le bateau quitte le quai. Or, le plus souvent, vous préparez votre nécessaire et attendez d'être proche ou arrivé sur le site de plongée pour convenir d'un plan avec votre binôme et pour enfiler votre combinaison et vous équiper. Une fois que vous avez préparé votre matériel et vérifié que votre bouteille est pleine, fermez la robinetterie et purgez le détendeur jusqu'à ce que vous accédiez au site. Soyez prudent sur le bateau quand vous portez votre matériel, car chacun de vos déplacements peut vous faire perdre l'équilibre. Veillez à immobiliser votre équipement, même si vous vous éloignez pendant quelques minutes seulement. Sous l'action des vagues ou même du sillage du bateau, l'équipement pourrait tomber et blesser quelqu'un, briser quelque chose ou tomber à l'eau. La plupart des bateaux de plongée sont équipés de râteliers et de tendeurs à cette fin. Si ça n'est pas le cas, posez votre nécessaire de plongée sur la bouteille et calez-le de manière à ce qu'il ne roule pas ou ne glisse pas. Une fois sur le site de plongée, le Dive Master procède à un briefing sur le site, en mentionnant notamment les endroits particulièrement intéressants, les dangers potentiels, les conditions et autres informations dont vous aurez, vous et vos binômes, besoin pour planifier votre plongée. S'il s'agit de la première plongée de la journée, il pourra également aborder les procédures de plongée générales, les questions de sécurité et d'autres informations qui n'auront pas à être répétées. Cela inclut généralement le signal de rappel en cas d'urgence. Veillez donc à connaître ce signal et la marche à suivre si vous l'entendez. Après le briefing, vérifiez les conditions et la direction du courant. Une fois votre plan de plongée défini ou passé en revue, vous êtes prêt à vous équiper et à vous mettre à l'eau. Lorsque vous plongez depuis un petit bateau, vous pouvez vous équiper, effectuer votre contrôle de sécurité pré-plongée et vous mettre à l'eau par roulée arrière. Ou vous pouvez faire flotter votre nécessaire de plongée et l'enfiler une fois dans l'eau. Sur un grand bateau de plongée, on enfile normalement son équipement en position assise. Mettez tout votre matériel, à l'exception de vos palmes, et effectuez votre contrôle de sécurité pré-plongée avec votre binôme. Rendez-vous ensuite au lieu de mise à l'eau et faites savoir au Dive Master que vous êtes prêt. Chaussez vos palmes avec l'aide d'un binôme ou en vous tenant à quelque chose pour ne pas perdre l'équilibre. Et donnez au Dive Master tout équipement spécial que celui-ci devra vous tendre une fois que vous êtes à l'eau. L'équipage recommandera généralement une technique de mise à l'eau adaptée au bateau, aux conditions et à vos caractéristiques physiques. La meilleure technique de mise à l'eau est généralement la plus facile. Lors d'une plongée en bateau, selon les conditions et la profondeur, vous suivez un câble jusqu'au fond de l'eau. Sur de nombreux sites, vous suivez ensuite le fond plus en profondeur jusqu'à la profondeur planifiée, en nageant dans le courant comme vous l'avez déjà appris. Dès que vous ou un binôme atteignez une limite de temps, d'air ou autre, vous devez faire demi-tour et rentrer. Lorsque vous atteignez le câble, vous vous en servez comme point de repère pour remonter et marquer votre palier de sécurité à proximité de celui-ci, ou vous vous accrochez à une barre ou un câble distinct dont sont équipés de nombreux bateaux. Lorsque vous passez en dessous ou le long du bateau, restez bien à l'écart des hélices. Ne vous en approchez pas, même si le moteur est éteint. Les hélices de bateau peuvent infliger des blessures catastrophiques, voire fatales, sans prévenir. Alors traitez-les comme si elles pouvaient se mettre à tourner à pleine vitesse à tout moment. Après votre palier de sécurité, faites surface devant ou à côté du bateau. Mettez-vous en flottabilité et faites signe à l'équipage que tout va bien. S'il n'y a pas de courant, vous pouvez faire surface au niveau de l'échelle du bateau. Si vous devez faire surface loin du bateau, en raison d'une faible réserve d'air ou pour le retrouver si vous êtes désorienté, faites attention au bateau en circulation. Le cas échéant, utilisez vos dispositifs de signalisation en surface pour vous rendre plus visible. Ne nagez pas juste au-dessous de la surface. Les bateaux ne vous voient pas et risqueraient de vous heurter. Restez soit à la surface pour vous rendre visible, soit à une profondeur sécuritaire suffisante pour rester en dessous des bateaux en circulation. Différentes méthodes permettent de remonter dans un bateau. Sur les grands bateaux de plongée, il est fréquent d'utiliser l'échelle, comme vous l'avez vu dans la section 2. Lorsque vous plongez depuis un petit bateau, vous n'avez généralement pas accès à une échelle adaptée. Il est donc courant de vous déséquiper dans l'eau, de grimper à bord, puis de remonter votre matériel. Gardez vos palmes aux pieds si elles facilitent votre sortie de l'eau. Si certaines limitations physiques vous empêchent de grimper une échelle, vous pouvez généralement employer tout aussi bien cette technique lorsque vous plongez d'un grand bateau.
Des câbles permettent de plonger dans un courant faible à modéré sans être emporté derrière le bateau. Après votre contrôle de sécurité pré-plongée, vous entrez généralement dans l'eau, puis vous vous hissez le long du filin de soutien jusqu'au câble d'amarrage ou de mouillage. Utilisez le câble d'amarrage de mouillage pour maintenir votre position au fur et à mesure de votre descente. Il est possible que vous deviez descendre main sur main. Le courant sera généralement plus faible au fond de l'eau. Nagez dans le courant pour plonger. Au moment de remonter, retournez au câble d'amarrage de mouillage et montez le long de celui-ci. Marquez un palier de sécurité, puis remontez vers le filin de soutien. Suivez le filin de soutien vers l'échelle ou le filin de guidage. Accrochez-vous au filin de guidage jusqu'à ce que votre tour pour sortir de l'eau arrive. Si vous lâchez prise et ne parvenez pas à récupérer le filin dans le courant, faites surface et nagez rapidement à travers le courant pour rattraper le filin de guidage. Si vous n'y parvenez pas, gonflez votre gilet stabilisateur. Faites signe à l'équipage qu'il vienne vous chercher et déployez vos dispositifs de signalisation en surface. Détendez-vous. Vous devrez peut-être patienter un peu avant que tous les autres plongeurs n'embarquent et que l'on vienne vous chercher. Il est possible que l'équipage vous communique d'autres procédures qu'ils utilisent lors de plongées dans les courants. Même si cela est fort improbable, au cas où vous ne voyez pas le bateau quand vous refaites surface, restez calme, mettez-vous en flottabilité et attendez que l'on vienne vous chercher. Il se peut que le bateau se soit détaché de son câble d'amarrage ou de mouillage, ou que le capitaine soit confronté à une situation d'urgence. S'il y a une amarre ou un flotteur ancré en place, tenez-vous-y. Déployez vos dispositifs de signalisation en surface pour permettre au bateau de vous repérer plus facilement à son retour. Si le rivage et un point de sortie raisonnable sont suffisamment proches pour vous permettre de les atteindre sans vous épuiser, nagez lentement dans cette direction. En règle générale, la planification d'une plongée comporte 4 étapes. La planification préalable et la décision de partir en plongée. Vous décidez d'un binôme, choisissez un site de plongée, convenez d'un objectif, programmez la logistique et vérifiez les conditions générales de plongée ainsi que les conditions climatiques, le ressac, les marées et ainsi de suite. Entamez votre planification préparatoire au moins un jour avant de partir. Inspectez votre matériel et faites éventuellement remplir votre bouteille. Revérifiez les conditions si votre dernière vérification date de plusieurs jours et commencez à préparer votre matériel comme il se doit. Les préparatifs de dernière minute sont ceux que l'on effectue juste avant son départ. Revérifiez les conditions, le cas échéant, en cas de changement de dernière minute. Communiquez à quelqu'un votre destination, votre date de retour prévue, la marche à suivre en cas de retard, ainsi que votre numéro de portable. Préparez les effets personnels que vous souhaitez emporter, tels que votre carte de certification, un écran solaire, votre smartphone ou tablette, des boissons, etc. Mettez dans votre sac de plongée tout matériel restant et revérifiez que vous n'oubliez rien. La planification de pré-plongée désigne le plan de plongée à proprement dit, en fonction des conditions observées sur le site. Il est conseillé d'anticiper, de discuter et de planifier autant que raisonnablement possible. Déterminez si les conditions sont acceptables, en prenant le temps qu'il vous faut. Si elles ne le sont pas, trouvez un autre site ou annulez la plongée. Convenez des techniques à utiliser, y compris les points et techniques de mise à l'eau et de sortie, ainsi que votre trajet. Au besoin, passez en revue les signaux et les communications. Entendez-vous sur les procédures à appliquer en cas de séparation d'avec vos binômes, ainsi que les limites de temps, de profondeur et de réserve d'air. Discutez également de la marche à suivre en cas d'urgence. L'ardoise de planification de plongée présente des invites pour vous aider dans votre planification pré-plongée. Même si le bilan de sécurité de la plongée est meilleur que celui de beaucoup d'autres sports et activités, certains risques et dangers demeurent. Étant donné que l'on ne peut pas respirer sous l'eau, il est évident que le fait de se trouver dans l'eau ou sous l'eau présente certains risques et dangers. Et vous avez appris certains des risques associés à la respiration d'air comprimé. Votre formation de plongeur vise en grande partie à vous aider à réduire et gérer le risque. Mais comme dans toutes les situations, le risque zéro n'existe pas. Afin de réduire la survenue de problèmes, plongez en respectant vos limites. Entretenez votre forme physique et tenez vos compétences à jour. Suivez les recommandations de plongée prudente, disposez de l'équipement recommandé et procédez en conformité avec votre formation, même si cela ne semble pas nécessaire.
Rappelez-vous que, dans une situation stressante, on a tendance à réagir par habitude. Il est donc important d'acquérir les bonnes habitudes pour être mieux paré à prévenir à ces problèmes et à y faire face. Certes, l'erreur est humaine, mais vous disposez d'une marge d'erreur à condition de respecter les procédures appropriées et de disposer de l'équipement de rigueur. En adoptant les bonnes habitudes et en portant le bon équipement, vous limiterez les problèmes, et s'ils surviennent, ils seront généralement minimes. Vous serez mieux paré à traiter les problèmes rapidement et efficacement. La sous-section suivante aborde les principes de base applicables à la gestion des problèmes. Mais sachez qu'en poursuivant votre formation, vous enrichirez et affinerez les connaissances que vous aurez acquises dans ce cours. Par exemple, il est recommandé de suivre les cours PADI Rescue Diver et Emergency Oxygen Provider, ainsi que les formations Emergency First Response Primary et Secondary Care. En particulier, si vous avez l'intention de plonger sur un site éloigné de toute assistance immédiate, que ce soit par des services paramédicaux, des maîtres nageurs ou des guides de plongée professionnels. La plupart des situations de plongeurs en détresse surviennent à la surface. Vous pouvez prévenir ou maîtriser la plupart de ces situations en faisant ce qui vous a été enseigné, plonger sans dépasser vos limites, rester détendu en plongée et établir et maintenir une flottabilité positive à la surface. En cas de problème à la surface, mettez-vous immédiatement en flottabilité. Gonflez votre gilet stabilisateur ou délestez-vous. Arrêtez-vous, réfléchissez, puis agissez. Demandez de l'aide en cas de besoin. Vous éviterez ainsi souvent qu'un petit problème prenne de l'ampleur. Si un autre plongeur a besoin de votre aide à la surface, vous devez être capable de le reconnaître et de déterminer son état d'esprit. Les plongeurs qui sont maîtres de la situation, c'est-à-dire qui ne paniquent pas, font généralement signe ou demandent de l'aide. Ils semblent relativement détendus et agissent de manière contrôlée et délibérée. Ils répondent habituellement aux consignes et les appliquent. Ils gardent leur équipement et se mettent en flottabilité. En revanche, les plongeurs qui ne sont pas maîtres de la situation, c'est-à-dire en état de panique, agissent de manière instinctive et par peur au lieu d'agir de manière contrôlée et délibérée comme il leur a été enseigné. Ils se débattront violemment et dépenseront énormément d'énergie pour rester à la surface, même au point de l'épuisement. Souvent, ils ne parviennent pas à se mettre en flottabilité, mais grimperont sur n'importe quoi ou n'importe qui pour ne pas couler. Ils arrachent leur masque et leur embout buccal, ont leurs yeux grands ouverts mais ne voient rien. Ils ne respectent pas les consignes et ont des gestes rapides et saccadés. Les plongeurs en état de panique ont besoin d'aide immédiate parce qu'ils peuvent se débattre jusqu'à l'épuisement et risquent alors de couler et de se noyer. Lorsque vous venez en aide à un autre plongeur, vous devez suivre 4 étapes. Premièrement, établissez une flottabilité positive pour vous-même et pour le plongeur. Idéalement, jetez-lui ou tendez-lui un objet flottant. Si vous devez entrer en contact, mettez-vous d'abord en flottabilité, puis gonflez son gilet et délestez-le. Deuxièmement, calmez le plongeur en le rassurant. Et troisièmement, aidez-le à maîtriser sa respiration. Aidez-le à se détendre en respirant lentement et profondément. Si la situation le permet, laissez-lui le temps de récupérer avant toute autre chose. Enfin, aidez le plongeur à rejoindre le bateau ou le rivage. Même un plongeur qui maîtrise la situation peut avoir besoin d'assistance en raison de crampes dans les jambes ou d'autres problèmes. Vous vous exercerez à remorquer un plongeur pendant votre formation. Un plongeur non réactif à la surface sera peut-être avalé de l'eau, perdu connaissance à cause de la fatigue et de l'épuisement, ou encore souffert d'une crise cardiaque, d'une lésion par surpression pulmonaire ou autre condition sérieuse. Une assistance immédiate sera nécessaire. Les premières interventions consistent à déterminer si le plongeur respire et à administrer au besoin une respiration artificielle. Un plongeur qui flotte visage dans l'eau à la surface est peut-être en train de se reposer ou d'observer sous l'eau, mais il se peut aussi qu'il soit non réactif. Une bonne communication entre binômes doit éviter toute confusion, mais si vous voyez un plongeur flotter de façon inerte pendant plusieurs minutes, vérifiez sa réactivité. Partez du principe qu'un plongeur flottant dans une position inhabituelle ou qui panique puis cesse de bouger est non réactif. Pour venir en aide à un plongeur non réactif, établissez une flottabilité positive pour la victime et pour vous-même. Signalez au bateau ou au rivage que vous avez besoin d'aide. Vérifiez la respiration et administrez la respiration artificielle si la victime ne respire pas. Enfin, sortez la victime de l'eau tout en continuant d'administrer la respiration artificielle au besoin. Nous examinerons sous peu la procédure à suivre une fois sorti de l'eau.
Là encore, vous prévenez ou maîtrisez la plupart des problèmes pouvant survenir sous l'eau en faisant ce qui vous a été enseigné. Restez détendu en plongée, planifiez votre consommation d'air avec votre binôme et surveillez-la de près. Et plongez dans les limites de votre expérience et de votre formation. Nous avons abordé précédemment la question de l'épuisement, mais revenons-y, car il s'agit d'un problème fréquent sous l'eau. On prévient l'épuisement en restant détendu et en respirant lentement et profondément. Évitez les activités vigoureuses. Si vous commencez à ressentir de l'épuisement, il est possible que vous commenciez à manquer d'air si vous avez besoin de respirer plus vite que votre détendeur ne fournit d'air. Dans ce cas, n'ignorez pas cette sensation. Rappelez-vous de vous arrêter, de vous accrocher si possible à quelque chose que vous ne risquez pas d'endommager, par exemple un fragment de corail mort. Détendez-vous, respirez lentement jusqu'à ce que vous repreniez votre souffle, puis continuez plus lentement, ou abandonnez la plongée si nécessaire. Votre détendeur de plongée est conçu de telle sorte que, en cas de défaillance, il se met en débit continu, comme ceci, au lieu de bloquer toute arrivée d'air. Vous pouvez respirer sur un détendeur à débit continu, mais ne fermez pas la bouche dessus. En partie parce que cela pose un risque de lésion par surpression pulmonaire si le débit est élevé. Mais surtout parce qu'il risque de sortir de votre bouche ou votre masque peut s'inonder. En revanche, appuyez dessus vers l'extérieur de vos lèvres, comme ceci, pour laisser l'excédent d'air s'échapper. Si cela vous facilite la tâche, insérez une seule extrémité de l'embout buccal dans votre bouche, puis respirez l'air dont vous avez besoin par petites goulées, comme si vous buviez d'une fontaine à eau. Entamez votre remontée rapidement, mais à une vitesse sécuritaire, parce qu'un débit continu épuisera rapidement votre réserve d'air. Naturellement, votre détendeur devra être réparé par un professionnel avant de le réutiliser. Vous vous entraînerez à cet exercice lors de votre 4e plongée en milieu protégé. Lorsque nous avons abordé le sujet de la flore aquatique, nous avons vu que l'emmêlement était rare. Mais l'on peut aussi s'emmêler dans des lignes de pêche, dans la ligne d'un dévidoir et dans des filets abandonnés, ce qui peut généralement être évité en se déplaçant lentement, en restant alerte, en regardant où l'on va et en restant hydrodynamique. Si vous vous trouvez pris dans quelque chose, en général, cela ne constituera pas une situation d'urgence si vous disposez d'une quantité d'air suffisante. Ne vous tordez pas ou ne vous tordez pas sur vous-même au risque de vous emmêler davantage, mais arrêtez-vous. Réfléchissez et procédez lentement et calmement pour vous libérer. Demandez à votre binôme de vous aider et si vous êtes sérieusement emmêlé ou que votre réserve d'air s'affaiblit, utilisez prudemment votre outil de coupe s'il vous permet d'aller plus vite. Dans de rares cas extrêmes, il vous faudra peut-être vous défaire de votre nécessaire de plongée pour le libérer. Vous vous entraînerez à le faire lors de vos plongées de formation en milieu protégé. Nous avons déjà couvert largement les questions ayant trait aux situations de faible réserve ou de panne d'air. Ces situations peuvent généralement être évitées en planifiant l'air que vous utiliserez, y compris en prévoyant une réserve et en consultant votre manomètre immergeable. Entamez toujours votre retour quand il vous reste suffisamment d'air pour remonter normalement. Il vaut mieux nager longtemps à la surface que de tomber en panne d'air sous l'eau. Si vous êtes confronté à une panne d'air, vous avez 4 possibilités. Vous pouvez remonter normalement avec l'air qui vous reste, mais en sachant que vous ressentirez une forte résistance respiratoire. Étant donné que vous aurez plus d'air au fur et à mesure que la pression environnante baisse, respirez lentement et procédez à une remontée contrôlée et continue sans palier de sécurité jusqu'à la surface. La meilleure solution dans tous les cas est de remonter en utilisant votre source d'air de secours. Nous avons déjà abordé ce sujet et vous vous y entraînerez plusieurs fois au cours de votre formation. Si vous êtes trop loin de votre binôme pour qu'il vous aide, ne disposez d'aucune source d'air de secours autonome et vous trouvez à une profondeur de 6 à 9 mètres, 20 à 30 pieds ou moins, une autre solution consiste à procéder à une remontée d'urgence contrôlée. Levez la tête et nagez simplement vers la surface en faisant « Ah » pour être sûr d'expirer et éviter ainsi toute lésion par surpression pulmonaire. Vous apprendrez cette technique en premier lieu en nageant horizontalement en milieu protégé avec votre instructeur. Remontez à une vitesse sécuritaire, gardez votre détendeur dans la bouche et gardez tout votre matériel en place. Vous en saurez plus dans la section « Technique de plongée ». Vous procéderiez à une remontée d'urgence en flottabilité positive si vous étiez trop éloigné de votre binôme, ne disposiez pas d'autre source d'air de secours et vous trouviez à une profondeur telle que toute autre méthode de remontée à la surface vous semble impossible. Remontez exactement comme si vous procédiez à une remontée d'urgence contrôlée, sauf que vous larguez votre lest. Vous dépasserez la vitesse de remontée sécuritaire, mais cela vaut mieux que de rester au fond. Faites « Ah » et écartez les bras et les jambes au fur et à mesure que vous vous approchez de la surface pour ralentir votre remontée.
Une fois à la surface, après une panne d'air, le gonfleur moyenne pression de votre gilet ne fonctionnera pas. Si nécessaire, mettez-vous en flottabilité en larguant votre lest ou gonflez votre gilet à la bouche. Un plongeur non réactif sous l'eau constitue une situation d'extrême urgence. La priorité est de remonter la victime à la surface, utiliser son gilet ou délester-la si nécessaire. Tenez son détendeur dans la bouche s'il y est déjà, sinon ne perdez pas de temps à le remettre, remontez à une vitesse sécuritaire. Vous devez assurer votre propre sécurité ou vous ne pourrez aider personne si vous rencontrez vous-même des difficultés. Si vous perdez prise de la victime, laissez-la remonter à la surface avant vous. Une fois à la surface, appliquez les procédures abordées auparavant. Le manque de réactivité désigne une perte de connaissance ou l'incapacité à réagir ou agir de façon cohérente. La quasi-noyade, les accidents dus à la pression et certains troubles médicaux tels qu'une crise cardiaque peuvent provoquer des difficultés respiratoires, une perte de connaissance, une perte de lucidité, des troubles de la vue, une paralysie, des douleurs de poitrine, une perte de rapidité d'esprit, un arrêt respiratoire et cardiaque. Une fois sorti de l'eau, les gestes prioritaires à faire pour aider une personne actuellement ou précédemment non réactive sont s'assurer que la victime respire, maintenir les voies respiratoires dégagées, surveiller continuellement la respiration, procéder au besoin à une ERCP. Contactez les services d'urgence, en premier lieu les services d'urgence locaux, puis les services d'assistance d'urgence aux plongeurs, comme le DAN, Diverse Alert Network, s'il y en a un dans la région. Si le plongeur est non réactif mais qu'il respire, couchez-le sur le côté gauche sur une surface plane. Si la victime devient non réactive, laissez-la en position allongée. Administrez de l'oxygène d'urgence et maintenez sa température en le protégeant de la chaleur ou du froid. Poursuivez les soins jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous ne pouvez pas accompagner le plongeur jusqu'au service de soins, donnez par écrit autant d'informations que possible concernant la victime et la plongée. Il ne s'agit pas d'une déclaration d'accident, alors contentez-vous de fournir des informations essentielles comme une description de la plongée, les soins d'urgence administrés, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence et tout problème de santé connu. N'écrivez que des faits, n'émettez pas de suppositions. Toute personne non réactive dans l'eau ou sous l'eau doit faire l'objet d'un examen médical. Certaines conditions, comme la quasi-noyade, peuvent avoir de graves effets différés, potentiellement mortels. Ces effets peuvent se produire plus de 24 heures plus tard, même si la personne semble totalement rétablie. Examinons les options dont vous disposez en matière de dispositifs de signalisation en surface. Vous devriez vous équiper d'au moins 2 de ces dispositifs. Un dispositif sonore pour attirer l'attention en faisant du bruit et un dispositif visuel qui vous rend plus facilement repérable à distance. Les sifflets sont les dispositifs sonores les plus courants. Attachez le vôtre ici, où il ne gêne pas, mais reste facile d'accès en cas d'urgence. Les klaxons basse pression fonctionnent sur l'air de la bouteille. Ils sont très bruyants, mais sont également munis d'un simple sifflet au cas où votre bouteille se vidait. Les tubes de signalisation gonflables tiennent dans la poche et atteignent toutefois 1 mètre 3 pieds de haut sur l'eau une fois déployés. Ils vous permettent d'être bien plus faciles à repérer, en particulier lorsque la mer est agitée. Les bouées de repérage de surface retardées ont la même utilité, sauf qu'elles peuvent être déployées alors que vous vous trouvez sous l'eau. Les miroirs de signalisation attirent l'attention en réfléchissant les rayons du soleil. Ils sont utiles pour faire signe aux avions et aux bateaux. Les feux de signalisation et les feux clignotants, spécifiquement conçus pour la plongée, sont les meilleures solutions si vous plongez la nuit. Vous pouvez utiliser un flotteur de plongée lorsque vous plongez depuis le rivage ou à une certaine distance d'un bateau. Les flotteurs de plongée vous offrent un appui sur lequel vous reposez, permettent de repérer un site de plongée, vous aident à porter vos accessoires, peuvent servir de dispositif de flottaison d'urgence et accueillent les pavillons de plongée. Le meilleur choix dépendra de l'utilisation prévue. Le remorquage d'un flotteur de plongée s'effectue au moyen d'un filin rattaché à un dévidoir adapté pour éviter tout risque d'emmêlement. Remorquez-le à la main pour pouvoir le lâcher facilement si le filin s'en mêle avec le bateau ou autre chose. Les pavillons de plongée alertent les plaisanciers et autres navigants de votre présence.
Le pavillon de plongée conventionnel indique la présence de plongeurs sous l'eau et avertissent les bateaux qu'ils doivent se tenir éloignés. Dans beaucoup d'endroits, ce pavillon est obligatoire quand on plonge dans des eaux navigables. Le pavillon alpha indique que les plongeurs d'un bateau se trouvent dans l'eau et qu'il ne peut pas manœuvrer. Généralement, seuls les bateaux sont tenus d'utiliser ces pavillons, mais dans certaines régions, ils sont utilisés pour toutes les activités de plongée et se hissent sur des flotteurs de surface. Les deux types de pavillons sont parfois obligatoires. Votre instructeur vous indiquera celui qu'il convient d'utiliser là où vous plongez. Hissez un pavillon de façon à ce qu'il soit visible à une distance d'au moins 100 mètres. La réglementation locale stipule parfois à quelle proximité les plongeurs doivent rester d'un pavillon et à quelle distance les bateaux doivent s'en tenir éloignés. Sinon, en règle générale, les plongeurs doivent rester dans un périmètre de 15 mètres, 50 pieds, et les bateaux doivent maintenir une distance minimale de 30 à 60 mètres, 100 à 200 pieds. Ne supposez pas que chaque bateau reconnaît les pavillons de plongée. Si vous entendez un bateau s'approcher, restez suffisamment en profondeur pour être en sécurité jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Nous avons abordé différentes techniques possibles de mise à l'eau que vous apprendrez au cours de votre formation. Le roulé arrière assis est une autre méthode que vous apprendrez peut-être. Vous pouvez par exemple l'utiliser lorsque vous plongez depuis un petit bateau ou une échelle de bain proche de l'eau. Après votre contrôle de sécurité pré-plongée, asseyez-vous sur le bord, le dos tourné à l'eau, avec votre bouteille dépassant au-dessus de la surface, comme ceci. Gonflez partiellement votre gilet stabilisateur. Respirez sur votre détendeur et tenez votre masque. Une fois que votre binôme confirme que la zone de mise à l'eau est libre, rentrez le menton et penchez-vous vers l'arrière jusqu'à ce que votre poids vous fasse naturellement basculer. Tenez votre masque jusqu'à ce que vous remontiez, puis faites signe que tout va bien et laissez la zone libre pour la mise à l'eau de votre binôme. Outre le largage de lest en cas d'urgence, vous devez être capable de retirer et de remettre votre poids pour procéder à des ajustements ou avec certaines méthodes de mise à l'eau et de sortie. Votre instructeur vous montrera la technique qui convient en fonction de votre équipement, mais certains aspects concernent la plupart des systèmes. Lorsque vous retirez des poids, prenez garde de ne pas les lâcher. Vous pouvez obtenir l'aide de votre binôme ou les tendre à l'équipage du bateau ou à une personne sur le quai. Avant de remettre votre poids dans l'eau, veillez à disposer d'une flottabilité suffisante et passez éventuellement de votre tuba à votre détendeur pour vous permettre de respirer dans n'importe quelle position pendant la mise en place des poids. Si vous portez un gilet stabilisateur avec lestage intégré, il est souvent plus facile de tourner le visage vers le haut pour permettre aux poches de lestage de glisser à la bonne place. Si vous utilisez une ceinture de lestage, tenez l'extrémité libre pour que les poids ne glissent pas de l'autre extrémité et remettez-la en employant la méthode en boucle comme ceci. Les crampes sont des contractions musculaires douloureuses et involontaires. Chez les plongeurs, elles sont plus fréquentes dans les pieds et les jambes. Si vous ressentez une crampe, arrêtez-vous, faites signe à votre binôme et laissez le muscle se reposer. Étirez et massez légèrement le muscle en utilisant votre palme comme ceci. Si votre binôme a une crampe, aidez-le en lui présentant un appui comme ceci. Attendez quelques minutes que la crampe disparaisse avant de poursuivre à un rythme ralenti. Une fois que vous aurez appris les principes fondamentaux de la maîtrise de flottabilité, vous apprendrez ensuite la plongée statique. Mettez-vous en flottabilité neutre, puis poussez légèrement sur le fond pour vous propulser comme ceci. Vous devriez rester stationnaire sans utiliser vos mains ou vos palmes, tout en remontant et en coulant légèrement au rythme de vos inspirations et expirations. Vous pouvez contrôler quelque peu votre position en faisant varier légèrement la profondeur de votre respiration, mais sans retenir votre souffle. La maîtrise de ce geste demandera plus ou moins d'entraînement. Votre instructeur vous fera travailler jusqu'à ce que vous parveniez à rester stationnaire pendant au moins 30 secondes. Une fois correctement lesté et en flottabilité neutre, vous vérifiez et ajustez votre stabilité, c'est-à-dire votre équilibre dans l'eau. Avec votre binôme, nagez lentement à mi-profondeur, faites une pause et détendez-vous pour déterminer dans quel sens votre corps s'oriente. Dans l'idéal, vous chercherez à vous stabiliser de manière à maintenir une position relativement horizontale, visage vers le bas, comme ceci. Si vos pieds ont tendance à remonter ou à couler excessivement, ou si vous roulez et vous retrouvez visage vers le haut, votre instructeur vous aidera à repositionner votre lest et votre matériel afin d'obtenir une meilleure stabilité. Vous apprendrez graduellement à effectuer cet ajustement d'une plongée à l'autre. Le cours Peak Performance Buoyancy vous aide à affiner les compétences que vous acquérez dans ce cours. Renseignez-vous auprès de votre instructeur ou sur le site PADI.com.
Une fois que vous aurez fait l'expérience d'une panne d'air et vous serez exercé à utiliser votre source d'air de secours, vous emploierez les deux techniques ensemble. Dès qu'il devient difficile de respirer après la fermeture de la robinetterie par votre instructeur, faites signe que vous avez besoin d'air. Prenez la source d'air de secours de votre binôme et respirez dessus. Votre instructeur rouvrira votre robinetterie pour vous permettre d'utiliser votre propre source d'air, si le besoin se présente pour une raison ou pour une autre. Après avoir pris quelques respirations et vous être correctement positionné, nagez avec votre binôme pendant au moins 1 minute en vous partageant l'air. Vous vous entraînez ainsi à partager l'air et à nager ensemble pendant environ le temps qu'il vous faudrait normalement pour atteindre la surface en cas d'urgence réelle. Votre instructeur vous demandera de terminer en remontant à la surface. Gonflez votre gilet stabilisateur à la bouche pour simuler une panne d'air qui empêcherait l'utilisation du gonfleur moyenne pression. Continuez à respirer sur la source d'air de secours jusqu'à ce que vous flottiez. Vous commencerez à vous entraîner aux exercices de la remontée d'urgence contrôlée lors de votre 3e plongée en milieu protégé. Vous avez appris auparavant qu'il fallait simplement lever les yeux, tendre le bras et nager vers la surface en faisant A. Gardez tout votre matériel en place. Comme l'eau en milieu protégé n'est pas très profonde, vous vous exercerez avec votre instructeur en position horizontale. Alors, pour vous entraîner, lorsque vous nagez à l'horizontale, pensez à regarder devant vous, mais aussi vers le haut. Votre instructeur se placera à vos côtés ou en dessous et vous signalera quand démarrer. Tendez le bras et regardez devant vous et faites « Ah » continuellement en nageant à un rythme soutenu de 18 mètres, 60 pieds par minute, sans vous précipiter. Vous devriez pouvoir parcourir au moins 9 mètres, 30 pieds. Une fois que vous maîtriserez cette technique en milieu protégé, vous vous exercerez en milieu naturel avec votre instructeur et à l'aide d'un câble pour plus de sécurité et de contrôle.